Je laisse maintenant la parole à Madame Karine Gaudin. Non, rien. Oui, pour précision, rien à voir avec le maire de Marseille, M. Gaudin. Chers amis patriotes, bonsoir. Merci d'être venus. Merci. Je suis très honorée d'être parmi vous ce soir. Je me suis demandé comment commencer ce discours. Et puis, comme tous les candidats du Front National, dont certains présents ce soir, nous allons à la rencontre des habitants. Hier matin, un conflané sur le marché m'a dit ceci. « Madame, quoi qu'ils en disent, vous avez l'électorat le plus intelligent de France. » Comme il a raison. Je trouvais que transmettre son compliment était une belle introduction. D'ici moins de 2 semaines maintenant, les électeurs sont appelés à voter pour élire leurs conseillers départementaux. Le gouvernement de M. Sarkozy a initié la destruction du schéma traditionnel français, ville, département, État, avec la loi de 2012 sur les territoires. Sa défaite, la même année, a empêché l'UMP d'appliquer le diktat de Bruxelles sur les grandes métropoles et les hyper-régions. Mais pas d'inquiétude. La gauche arrivant au pouvoir s'est empressée de continuer le charcutage. Objectif annoncé, faire des économies. La méthode, étrange. Je m'en explique. Sur les Yvelines, on réduit le nombre de cantons, passant ainsi de 39 à 21. Mais on introduit une nouveauté quelque peu extravagante, le binôme paritaire, avec pour résultat mathématique de 42 conseillers départementaux au lieu de 39 avant. Alors, moi je veux bien croire que je ne suis pas une pure mathématicienne, 42 au lieu de 39, ça fait toujours plus. Ceci étant, nous connaissions la méthode. M. Hollande avait déjà utilisé avec ses ministres, réduisant les salaires de 30%, sauf le sien, mais on avait doublé le nombre. Avec de telles méthodes de calcul, on ne s'étonne plus que la dette augmente. Revenons au charcutage, où la nouvelle découpe des cantons ne relève d'aucune logique ou cohérence territoriale. Doublée d'un nouveau scrutin et d'une absence totale de communication institutionnelle sur le sujet, pour perturber tout le monde. À commencer par leur propre rang, puisque comme le disait M. Chevrier, ils n'arrivent même plus à proposer des candidats sur tout le territoire. Donc pourquoi allons-nous voter, me demanderez-vous? Je n'ai pas de réponse. Car le conseil départemental, ex-conseil général, verra ses compétences attribuées par la nouvelle organisation territoriale de la République, dite la loi NOTRe, si elle est votée un jour. À croire qu'ils attendent de voir qui dirigera ces instances pour leur attribuer des compétences. Lors d'un débat parlementaire sur cette fameuse loi le 3 février dernier, il restait alors 1034 amendements non examinés. Madame Lebranchu, ministre en charge du dossier, expliquait ceci. C'est la communauté d'agglomération qui devrait relayer les demandes de subvention des municipalités auprès du département après leur approbation. Tout le monde a suivi? Je vais vous parler du manque de cohérence. Regardons sur notre territoire. La communauté d'agglomération se nomme la PAC, Poissy, Achères, Conflans. C'est pas le canton. Mais pire encore, Morcourt, qui fait partie de notre canton, fait partie de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. C'est même pas le même département. C'est plus un millefeuille administratif, c'est un labyrinthe. Face à cette volonté de manipulation, le Front National défend le droit de chaque administré, de chaque commune, le droit d'exister par elle-même. Le droit de comprendre, de rester proche de son administration. Il est là le rôle du département. À ce jour, il semblerait que le département garde en charge la gestion des collèges, le bâti, la restauration, autrement appelée la cantine. Cependant, nous mettrons un bémol sur le personnel, car il existe souvent des accords déjà fonctionnels sur une gestion régionale des personnels, et il n'est pas exclu que la loi sur les compétences entérine ce En charge également l'entretien des routes départementales et la solidarité avec la gestion du RSA, l'accession au logement, l'APA et la MDPH. Alors, le Front National a une position très claire sur le sujet. Les allocations sur la perte d'autonomie et l'aide à vivre avec un handicap
seront des priorités incontestées. Étant quelqu'un de très pragmatique, je vais vous donner un exemple local de gestion du budget actuel. En 2012, le département des Yvelines a consacré 1 630 000 euros, enfin 630 050 euros, pour le financement de 10 accords de coopération décentralisée. 10 accords sur 7 pays ciblés: le Bénin, le Congo, le Liban, le Mali, le Maroc, le Sénégal et le Togo, par ordre alphabétique. 1 630 050 euros. Le budget du collège de Conflans-Sainte-Honorine, se nommant les Hauterets, est en souffrance à hauteur de 35 000 euros. Dans un premier temps, le département a strictement refusé la rallonge budgétaire, annonçant qu'il n'y avait plus d'argent. Vous vous rappelez des 1 630 050 euros? C'est bien la conséquence directe d'une gestion dénuée de bon sens. Peu importe la destination des subventions internationales, ce sont nos enfants qui n'ont pas le nombre de livres suffisant. Ce sont nos enfants de 10-11 ans qui développent des scolioses et autres problèmes de dos à force de porter des sacs trop lourds parce que le collège n'a pas les moyens d'acheter des exemplaires qui resteraient en classe. Au même titre, et ce malgré une hausse nette de la violence et de l'insécurité dans ces établissements, rien n'a encore été fait. Rien. Les collégiens sont agressés dehors et rien n'est fait. Il faut agir. Il est nécessaire de prévoir un dispositif actif de renforcement de la sécurité dans les collèges. Le harcèlement, le racket et les violences physiques ont besoin de plus qu'un numéro vert. Toujours concernant les collèges et les commandes publiques, pourquoi la priorité n'est-elle pas donnée aux entreprises locales? Choisir des fournisseurs locaux pérenniserait par un moyen simple l'ancrage des emplois. Et grâce à la réduction simple des distances, et donc du temps de transport, c'est l'environnement qui serait préservé. Seuls les candidats du Front National sont porteurs de bon sens aujourd'hui. Les candidats de l'UMP et du PS et d'autres issus d'alliances totalement improbables et totalement opportunistes vous promettent déjà de renforcer les équipes, de soutenir financièrement, d'agir en faveur d'eux, de rajouter... Alors j'ai arrêté de compter à la 20e répétition en 3 pages. Mais je n'ai vu nulle part où ils expliquent où ils trouvent l'argent. Ceci étant, le candidat du PS, M. Christophe Paris, est déjà un expert en la matière. En charge des finances à Conflans-Sainte-Honorine, il s'est fait un plaisir d'augmenter allègrement la dette de la commune avec des emprunts toxiques. Faites-leur confiance, augmentez les dettes, ils savent faire. Et pourquoi? Un bétonnage massif des berges, sans aucun discernement et sans aucune pitié pour l'environnement? Ne vous inquiétez pas, l'UMP n'est pas en reste sur les questions d'incompétence et d'honnêteté, je vous rassure. Lors d'un tractage sur le marché, j'expliquais à l'un de nos adversaires UMP que tant qu'il soutiendrait des individus comme Pierre Bédier, maintenant qu'effectivement Philippe vous a présenté le personnage, il n'aurait ni la respectabilité ni la crédibilité. Je dois vous avouer que la réponse qui m'a été faite m'a laissé perplexe. Car l'un des proches du maire m'a dit ceci. Je vous le mime. Oh mais vous savez, Laurent n'est pas politique. Ah pas politique. Le maire. À De Houston, on a un problème. Monsieur Brosse se présente sous l'étiquette UMP-UDI, comme lors des municipales. Non, pardon. Pour les départementales, ils ont ajouté le modem. Faut du monde. Pas politique. Lors de la commémoration de Verdun il y a 2 semaines, le maire avait invité le député Arnaud Richard, ainsi que celui qu'il présente comme son ami Carl Olive, maire de Poissy également, il se quitte plus loin depuis 15 jours. Pas politique. Monsieur le maire cumule sa fonction professionnelle qu'il a gardée, c'est un droit, il n'y a pas de souci. Son mandat de maire, son mandat de vice-président de la PAC, et il en brigue un 3e. Pas politique. Eh bien, pour quelqu'un de non politique, il est bien intégré dans ce système, sous la coupe d'un repris de justice comme l'actuel président du département Pierre Bédier. Valérie Pécresse, représentante de l'UMP dans le département, aurait pu intervenir, refuser la candidature d'un escroc. Je parle bien de Pierre Bédier. Mais rien n'a été fait. Lui conserver l'étiquette UMP et soutenir son mouvement est bien un choix, et il est bien politique.
Lors des conseils municipaux, nous dénonçons régulièrement des dysfonctionnements et des discordances. Par exemple, la baisse de dotation aux collectivités pour une économie à hauteur de 11 milliards d'euros, voulue et inscrite par le gouvernement et dénoncée par les maires. Le remodelage des établissements fonciers, selon un schéma régional, encore une fois, voulu par le gouvernement mais dénoncé par les maires. Ou encore le projet Port-Seine Métropole Ouest et le projet de la 104. Deux projets issus d'une volonté de concentrer des moyens vers les grandes métropoles et se noyer dans le Grand Paris. Où à l'issue des enquêtes publiques, le commissaire enquêteur émet un avis défavorable concernant l'utilité publique de tels projets, mais où le Conseil général décide de passer outre cet avis. Ça vous rappelle quelque chose ? 49.3 peut-être. Eh bien, lorsqu'on les met face à leurs incohérences, ils vous répondent « c'est de la politique locale ». Que doit-on comprendre? La Ligue nationale est là pour amuser la galerie et on s'arrange au local? Eh bien, contrairement à eux, chez nous, au Front National, nous ne faisons pas de promesses que nous ne comptons pas tenir. La ligne politique nationale est respectée à tous les niveaux. L'objectif des présidentielles de 2017 est en action maintenant. Notre présidente Marine aura besoin de chacun de nous pour appliquer son programme. Nous avons besoin d'être présents dans toutes les représentations. Votez pour nous aujourd'hui, c'est élire Marine demain. Cher Luc, c'est à toi. Merci. Merci Philippe. Bien, chers amis, donc je vois à vue de nez que nous sommes à peu près 150. C'est peu, nous devrions être 1500, pour ne pas dire 15 000, bien sûr, parce que ça serait peut-être un peu exagéré. Pourquoi les Français se désintéressent-ils aujourd'hui de la politique? Pourquoi le système, qu'il soit de droite ou de gauche, pousse-t-il insidieusement les citoyens à l'abstention comme arme de gouvernement, au désintéressement, voire au rejet de ceux qui les regardent, de cette chose publique qui régit toutes les relations entre l'État et les citoyens. Je ne reviendrai pas sur les incohérences du mode de scrutin de ces élections départementales, sur les découpages tortueux auxquels se sont livrés les énarques du système dans le but exclusif de déboussoler les électeurs, non plus que sur le flou artistique où nous plonge ce qui nous sert de gouvernement. Car aucune compétence de ce futur conseil départemental, comme Madame Godin vient de vous le préciser, n'a été définie. C'est quand même un comble. Vous allez voter et vous ne savez pas pourquoi. Nous non plus, rassurez-vous. Je souhaitais simplement revenir un instant sur la définition du mot politique. Ce mot vient du grec polis, qui signifie la cité. La politique, politiké en grec, était initialement l'art de régler les rapports des citoyens avec l'État et de gérer les biens qu'ils ont en commun. Ces biens étant entretenus et gérés par l'impôt, par votre impôt, par l'argent que vous versez de gré ou de force au dit État pour des préoccupations qui ne sont pas toujours celles que vous auriez souhaité voir s'enluminer. Il apparaît donc surprenant que les citoyens se désintéressent de l'argent qu'on prend souvent par force. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Il est donc surprenant que les citoyens se désintéressent de cette gestion de leur propre argent et de la chose publique, c'est-à-dire d'eux-mêmes. En réalité, le système que nous combattons pied à pied, tous les jours, gauche et droite confondues,
s'est efforcé de détourner le sens réel du mot politique de sa signification profonde, de l'art d'organiser les relations entre les citoyens, ce qui est la signification politique. Le système en a fait devenir l'art de faire obéir les citoyens aux diktats que la technocratie anonyme a préparés pour eux. C'est le cas aujourd'hui à la Commission européenne qui siège à Bruxelles. Vous n'avez participé, madame, monsieur, à aucun vote concernant ces personnes obscures que personne ne connaît et que vous ne voyez pas davantage, donc qui n'ont pas de responsabilité réelle. Tout le monde est irresponsable. Et quand par référendum, le peuple de France se prononce pour exprimer sa volonté, eh bien on n'en tient pas compte. Monsieur Sarkozy s'est brillamment exercé à cette manipulation honteuse lorsque les Français ont exercé leur droit de rejeter le traité de Lisbonne qui instituait la Constitution européenne par voie référendaire en 2005. Il a tout simplement nié d'un trait de plume la volonté des Français pour faire avaler par un Parlement à sa main réuni en congrès à Versailles les desiderata de l'anonymat bruxellois. Évidemment, 3 ans après, en 2008, le Parlement, qui était de majorité UMPiste, a voté le texte que les Français ont refusé. Ce qui est proprement scandaleux. Il s'agit là d'un pur déni de démocratie. Après quoi, même M. Sarkozy se targue aujourd'hui de vouloir recourir au référendum pour proposer aux Français toutes les questions touchant à l'organisation de notre société. De qui se moque-t-on? Aujourd'hui, on entend les chantres de l'UMP parler sans honte d'alternance à la politique désastreuse menée par les gouvernements successifs que nous subissons depuis que François Hollande a installé sa nichée à l'Élysée, alors qu'ils s'accordent tous les deux sur les mêmes fondamentaux devenus des dogmes, l'Union européenne et le sacro-saint euro, dogme intouchable et incontournable, favorisant la mainmise mondialiste de la réserve fédérale américaine sur nos économies d'Europe, des pays d'Europe, et nous privant de la souveraineté nationale. De qui se moque-t-on? Nul n'ignore que le Front National rejette haut et fort et depuis fort longtemps les frères ennemis UMP et PS dos à dos, rendant ainsi populaire l'expression UMPS. Qu'a donc trouvé l'UMP pour faire valoir ses prétentions à revenir aux affaires? Entendez par là, pour conserver leur siège exclusivement, bien sûr. Cette formation, en totale décrépitude, on nous annonce un congrès constitutif d'un nouvel agencement politicard pour le 30 mai 2015. On verra bien quel diablotin sortira de la boîte. Eh bien, cette formation n'a rien trouvé comme plaisanterie, et je dis bien comme plaisanterie, comme gadget, à servir aux Français que de leur dire que le PS faisait le jeu du Front National. On l'a bien vu, comme l'a rappelé M. Chevrier, lors de l'élection partielle du Doubs, que ces deux formations s'entendent parfaitement pour nous rejeter, c'est-à-dire pour préserver leurs intérêts exclusifs. Ils sont allés même jusqu'à sortir l'ineptie de FNPS, une plaisanterie qui a fait un flop médiatique et qui finalement n'a ni intéressé ni amusé
l'électorat. Nous, vous, les autres, les Français. Ah si, il y en a un autre. Il y en a un autre qui s'appelle Emmanuel Valls. Vous en avez certainement entendu parler. Ce monsieur faisant fonction de Premier ministre, monsieur Hollande faisant fonction de président de la République, nous servent à toutes les sauces. Il faut lutter contre le Front National. Voilà, selon eux, le remède miracle du docteur Mabuse, qu'ils nous servent à toutes les sauces. C'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour demeurer au poste qu'ils occupent. Rien d'autre. Il ne s'agit pas de lutter contre le chômage, contre l'immigration incontrôlée, contre les gaspillages hallucinants de l'argent public, contre la précarité dont sont trop souvent victimes nos anciens et les personnes handicapées. Non, il faut lutter contre le Front National, point barre. Droite et gauche réunies contre le mouvement des patriotes de France. Bien, de qui se moque-t-on? Le Front National n'est pas un parti politique, au sens devenu classique de ce terme, mais un mouvement, comme se plaît à souligner notre présidente Marine Le Pen. Une organisation dynamique qui avance et que rejoignent chaque jour des Françaises et des Français en nombre croissant, indéniablement, des spécialistes de la finance publique, des professions libérales, des commerçants, des artisans, des économistes, des professeurs d'université, que sais-je encore. Toutes ces personnes qui nous rejoignent rejettent comme un seul homme la droite comme la gauche dans le même panier de crabes qui nous a conduits là où nous en sommes. La droite comme la gauche sont au demeurant des notions sémantiquement complètement dépassées. À la Révolution française, par exemple, en 1789, les membres de l'Assemblée constituante qui étaient favorables au roi avaient pris l'habitude de siéger à droite de l'hémicycle. Les opposants au roi s'étaient bien évidemment mis à gauche. Bon. Ce positionnement droite-gauche a perduré jusqu'à aujourd'hui au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale. Les partisans du pouvoir établi prennent donc place à droite, les partisans de l'opposition prennent place à gauche. Voilà. Si nous étions cohérents, nous verrions aujourd'hui les socialistes siéger à droite de l'Assemblée. Et ce qui leur sert d'opposition, ou plutôt de faire valoir, siéger à gauche. Et tout ce beau monde de changer de fauteuil avec leur dossier sous le bras comme des bancs de merlan à chaque nouvelle majorité. Ça serait rigolo, mais nos députés ont-ils aujourd'hui le sens de l'humour? Je n'en suis pas convaincu. Mais enfin, me direz-vous, il y a quand même des gens de droite ou des gens de gauche, honnêtes et compétents, aptes à gérer les affaires du pays, sans doute. En cherchant bien, de temps en temps, on en trouve. Malheureusement, les structures politiques sont faites pour que leurs fonctions au sein des partis, qui les ont mandatés, bien évidemment, à ces élections ou à ces postes, les détournent du bien public. Pourquoi donc? Eh bien, tout simplement, comme le disait très pertinemment François Mauriac, parce qu'en politique, chacun est enfermé dans la matière de son parti. Cette réflexion d'une grande justesse. En gros, je voudrais bien, mais je ne peux pas. Ben oui, je n'ai pas le droit. C'est pourquoi nous ne mettons nullement en cause l'honnêteté, ni même la bonne volonté de nos adversaires. Mais nous sommes obligés de mettre en lumière leur impossibilité à tenir leurs promesses. Tout simplement parce qu'ils sont membres
de formation féodaliste et renfermée sur elle-même qui lutte pour certains intérêts supérieurs, les leurs bien évidemment. Comment voudriez-vous que nos adversaires socialistes, je parle précisément de ces élections départementales, bien sûr, comment voudriez-vous que nos adversaires socialistes reconnaissent l'incompétence crasse de François Hollande ou les manifestations hargneuses et obsessionnelles d'Emmanuel Valls, qui, lorsqu'il a un cauchemar la nuit, se réveille tout agité en disant « il faut lutter contre le Front National ». Il ne sait pas pourquoi, mais ça revient, c'est un toc. Comment voudriez-vous que nos adversaires de l'UMP, les consorts, DI, Vodem, etc., reconnaissent les dénis de démocratie dont s'est rendu coupable leur leader charismatique, Nicolas Sarkozy? Ce serait non seulement surhumain que de leur demander, mais ce serait bien évidemment politiquement impossible. Pour en venir à la politique menée par Nicolas Sarkozy, il convient surtout, à mon sens, de ne pas oublier la guerre de Libye. N'oublions pas cet épisode extrêmement important de l'histoire contemporaine. Aujourd'hui, petit Nicolas montre les dents et se déclare l'inflexible garant de la sécurité des Français. Thème repris comme un seul homme par Emmanuel Valls, bien évidemment. Alors qu'il a réussi à déstabiliser un pays souverain pour en faire le grand quartier général des forces islamistes terroristes, de l'autre côté de la Méditerranée, en face. Qui plus est, port d'embarquement d'une immigration non voulue, non souhaitable, catastrophique tant pour les migrants que pour notre économie, donc pour nous, bien sûr, de tous les pays d'Europe. Il n'y a pas que la France qui subit, bien évidemment, les assauts de vagues migratoires où ces pauvres malheureux, et je ne leur en veux pas le moins du monde, sont exploités, comme le soulignait M. Chevrier tout à l'heure, par des passeurs impénitents et impunis. Pourtant, sans honte, petit Nicolas, François Hollande, trépignant comme un enfant dans la cour de l'école maternelle, voulait aller guerroyer en Syrie contre un autre pays souverain. Et les chantres de l'UMP d'approuver des deux mains en jubilant, bien entendu. Une fois de plus, de qui se moque-t-on? Sous Sarkozy comme sous Hollande, personne n'ignore que le chômage a augmenté avec une régularité dramatique. L'espace Schengen permet aux entrepreneurs français, de plus en plus rares malheureusement, et ça on le constate tous les jours, d'employer de la main-d'œuvre européenne, au sens Schengen du terme, au terme des accords de la même ville, en les payant aux tarifs pratiqués dans leur pays d'origine. Comment voulez-vous que les Français retrouvent du travail pour celles et ceux qui en sont privés? C'est tout à fait impossible, et je vous mets au défi d'accepter un salaire pour un travail tout à fait normal à 300 ou 400 € par mois. Mais il y a un autre problème d'une gravité extrême qui touche notre sécurité et notre survie, celui de l'armée française. L'armée est pressurée, utilisée comme force corvéable à merci, envoyée sur des théâtres d'opérations divers et lointains et privée progressivement et de plus en plus de tous ses moyens matériels, sans parler du respect légitime que leur doivent tous nos compatriotes. Les hommes de troupe, les sous-officiers, les officiers sont même réduits à acheter, comme les policiers souvent, leur propre matériel de protection. Je parle de gilets pare-balles de niveau 4 qui sont des ustensiles très lourds mais qui coûtent une fortune, enfin ça vaut quand même la vie, qui ne leur sont pas fournis par l'administration, bien évidemment. L'essence manque, le matériel est très rarement remplacé, et à chaque fois qu'on met en service une camionnette, on en fait la première page des journaux.
Les effectifs se voient inlassablement réduits, que ce soit sous M. Sarkozy ou sous M. Hollande, et ceci dans une pente régulière et vertigineuse. Les forces de l'ordre de la République, la police nationale, les polices municipales et aussi la gendarmerie nationale voient également dans les mêmes proportions leurs effectifs diminuer de manière drastique. Sarkozy, Hollande, même combat. Tout comme les crédits, bien sûr, de fonctionnement qui leur sont affectés. Ça tend vers le bas. Comme pour notre armée, le pouvoir en place aujourd'hui considère que nos gendarmes et nos policiers comme sont des sous-citoyens qui n'ont pas leur mot à dire. Savez-vous que lors de l'attentat dramatique, l'acte terroriste du mois de janvier qui a coûté la vie à un nombre important de Français, les policiers qui ont intercepté la voiture, ou qui ont tenté de le faire, ont tiré sur le pare-brise de la bagnole en question. Mais si on a relevé des impacts de balles sur le pare-brise de la voiture, les impacts sont restés sur le pare-brise. Les balles n'ont pas pu traverser. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? C'est absolument hallucinant et dramatique. Tout simplement parce que au service de police, de gendarmerie, je n'en sais rien, mais de police, c'est sûr, les munitions sont sous-chargées, de peur que les enfants se blessent en jouant aux cow-boys et aux Indiens. Vous comprenez? C'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Vous m'excuserez sans doute, mais mieux vaut se répéter que se contredire. De qui se moque-t-on? Ancien officier du ministère de l'Intérieur, gravement blessé en service commandé, je tiens à témoigner ma profonde solidarité avec mes anciens collègues. Voilà le triste tableau que nous offrent les gouvernements successifs de droite comme de gauche depuis maintenant plus de 30 ans. Le Front National n'est ni un mouvement xénophobe, comme se plaisent à répéter inlassablement nos adversaires, ni un mouvement qui souhaite que la France se replie et se renferme sur elle-même au travers, en deçà de nos frontières, bien sûr. Mais bien au contraire, un mouvement qui entend accueillir les étrangers avec tous les moyens dont nous disposons, pour autant que, bien évidemment, ils respectent les lois de la République, nos coutumes et nos traditions. Nous nous réjouissons de l'apport linguistique, culturel, philosophique des Africains, des Maghrébins, des Asiatiques qui ont choisi de s'installer chez nous, pour autant que nous puissions leur offrir l'occasion de subvenir à leurs propres besoins. Ça, c'est le problème d'ordre économique. Si le FN souhaite réduire, voire annuler l'immigration légale, ça n'est pas par opposition à l'étranger, mais par protection des Français. Il me semble quand même la moindre des choses. Quand je dis des Français, c'est bien évidemment de toute personne possédant la nationalité française, quelles que soient leurs origines, bien évidemment. Ces gens-là sont les bienvenus. On ne s'enrichit que par ces différences. Mais, soyez-en convaincus, et vous l'êtes, nous ne laisserons jamais des groupes hostiles nous envahir ou se constituer sur notre terre au mépris des lois de la République, de nos traditions et de nos coutumes. Vous remerciant pour votre fort aimable attention, je vous prie maintenant d'accueillir comme il se doit notre ami Louis Alliot, vice-président du Front National. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous, un petit salut fraternel des gens du Sud qui combattent eux aussi le bulletin à la main face aux hordes
de gauche et de droite qui veulent évidemment notre peau. J'en dirai quand même 2 mots. Un remerciement d'abord à vous ici présents à cette réunion départementale pour la bataille cantonale, à Karine et à Luc qui sont candidats et à leurs suppléants, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, peut-être ils sont là? Oui. Ils sont là, félicitations. Debout, debout, c'est le moment, hein. Remerciements évidemment à Philippe Chevrier, notre responsable départemental, et aux élus présents dans la salle, y compris d'ailleurs aux élus d'opposition, que je salue, plutôt de la majorité, qui met d'opposition au Front National. Mais c'est très bien, et je pense que c'est aussi ça la démocratie, c'est de savoir écouter tout le monde, et de savoir écouter ses adversaires politiques, ce que malheureusement nos adversaires savent très mal faire. Nous sommes ici, évidemment, et c'est ça, je crois, qu'il faut marteler à nos adversaires politiques. Nous sommes ici présents avec des parcours divers. Vous avez eu, Philippe et Luc vous ont fait finalement mon discours pratiquement sur tout ce qui se passe au niveau national. Karine vous a parlé des problèmes départementaux. Il faut se replonger au fondement même de la politique. Nous sommes ici des héritiers de gauche. Il y a des gens de gauche dans la salle. Des héritiers de droite. Il y a des gens de droite dans la salle. Nous avons eu des parcours différents, professionnels, des familles différentes, peut-être même des religions différentes ou des origines différentes, et pourtant nous sommes là dans une réunion pour parler patriotisme, pour parler France et pour parler défense des intérêts de la nation. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui est particulièrement grave, parce que jamais dans l'histoire de France, nous n'avons été, je pense, autant en péril sur beaucoup de points essentiels. 4 points rapidement brossés. D'abord, et par ordre décroissant, le problème économique. Parce que on entend beaucoup parler à la télévision du programme économique que n'aurait pas le Front National, mais en tout cas, nous pouvons parler du programme économique de la droite et de la gauche en France depuis 40 ans et qui a produit les résultats que l'on connaît aujourd'hui. Ça, on peut tout en fait en parler. Personne n'a fait l'expérience encore du Front National, mais en tout cas, tout le monde a fait l'expérience de la droite et de la gauche aux affaires. Et c'est marrant parce que je regardais tout à l'heure, je faisais mes petits calculs, 2015, début 2015, depuis 81, souvenez-vous 81, on devait passer de l'ombre à la lumière, depuis ça a été quand même un long tunnel de beaucoup d'incertitudes. La gauche aura gouverné la France 17 ans, Mitterrand, Jospin, M. Hollande. La droite aura gouverné la France 17 ans. Chirac, Balladur, première cohabitation, deuxième cohabitation, Chirac président, Sarkozy président. Quels ont été leurs bilans? On juge l'arbre à ses fruits. Et moi je ne me lance pas dans des diatribes, je regarde les choses froidement, lucidement. Je ne suis pas comme ça, comme M. Valls, à me lever la nuit, et avec l'image de Marine Le Pen au-dessus de sa tête, lui faisant une peur bleue, manifestement. Nous sommes, nous, des gens lucides, nous avons étudié la question, et c'est vrai que le monde a changé, et qu'il y a des gens de gauche et des gens de droite ne réagissent plus par rapport à des réflexes culturels. C'est aussi vrai. Dans mon pays, on était socialiste de père en fils. On ne savait pas pourquoi il fallait être socialiste. Il y a des bassins communistes, ça a été ça longtemps. Il y a des bassins gaullistes, ça a été ça longtemps. Il y a des bassins MRP, hein, les anciens, ça a été ça longtemps. La démocratie chrétienne aussi. Bref, c'était culturel. On perpétuait une habitude familiale
sans savoir comment, sans savoir pourquoi, en faisant confiance a priori. Aujourd'hui, nous avons le résultat de cette politique-là. Économiquement, 2000 milliards de dettes. Une balance commerciale en déficit chronique. Un déficit budgétaire chronique. Un chômage qui ne cesse d'augmenter. Une pauvreté qui ne cesse de s'installer. 9 millions de pauvres. Une jeunesse qui connaît de plus en plus les affres du chômage et qui ne voit pas où se trouve son avenir. Si ce n'est, il faut bien le dire, dans des secteurs comme Internet, la télévision, ou plus sûrement d'ailleurs, la violence des rues ou la violence d'un certain nombre de quartiers. Un monde de l'entreprise, un monde de la boutique, en très grande difficulté. Il défilait d'ailleurs aujourd'hui, il doit y en avoir dans la salle, et moi-même, ayant pratiqué la profession d'avocat, je peux vous dire, je connais bien le RSI, l'URSSAF, et toutes ces choses-là qui sont des choses extravagantes, il faut bien le dire. L'hyperfiscalité, moins on en a, plus on paye. Là encore, car ça c'est une réalité. Moins vous avez de protection sociale, moins vous avez un système de santé performant, plus vous payez d'impôts, moins on vous rembourse de médicaments, moins vous avez accès aux soins, et nous sommes en train, la France est en train de décrocher dans le domaine de la santé aujourd'hui en France. Le social, évidemment, découle de cet aspect économique. Je vous ai parlé des 9 millions de pauvres, mais tous les jours sur le terrain, il n'y a pas un jour sans que des personnes qui ont travaillé toute leur vie finissent à la retraite en disant qu'elles ne se chauffent pas, qu'elles ne se nourrissent pas à leur faim, qu'elles ne peuvent pas aider leurs petits-enfants. Et à côté de ça, voyant une surabondance, un gaspillage, un assistanat qui est de plus en plus, évidemment, voyant au fur et à mesure que les gens s'appauvrissent. Et là, nous tombons dans le clientélisme pur et simple, qui est celui des municipalités et qui est celui des départements, chose pour laquelle nous sommes aujourd'hui réunis, et évidemment des régions. Ces gens-là ne se sont pas occupés de l'intérêt général, ces gens-là se sont occupés de leur intérêt électoral d'abord. Car ce qui compte pour nos adversaires politiques, c'est d'abord l'élection et surtout, mesdames et messieurs, la réélection. Car quand vous voyez tous les commentaires aujourd'hui sur M. Hollande et M. Valls, c'est à mourir de rire, mais quand même, on s'arrête à un moment donné. Parce que M. Hollande aujourd'hui et M. Valls sont dans une stratégie non pas de faire baisser le chômage, mais de commencer à réfléchir à la manière dont ils vont pouvoir se faire réélire dans 2 ans, avec un bilan calamiteux. Y arriveront-ils? C'est une autre paire de manches, juste à la date fatidique. Ça, c'est autre chose. Un problème économique, social, j'allais presque dire un problème républicain, puisque tous les jours, maintenant, il faut sauver la République, les valeurs de la République, il faut défendre la République, le Front National n'est pas républicain, le Front National ne défend pas les valeurs républicaines, M. Hollande, président de la République, disant oui, ils sont dans le champ républicain, mais ils ne sont pas vraiment républicains. Bref, on ne sait pas quelle est leur République. Est-ce que c'est celle d'Urba Graco? Est-ce que c'est celle du sang contaminé? Est-ce que c'est celle de la corruption dans l'armement? On ne sait pas. Il faut bien reconnaître que les valeurs républicaines de ces gens-là, je ne les connais pas, moi. Je vois beaucoup de scandales depuis déjà longtemps, mais je ne sais pas quelles sont leurs valeurs républicaines. En revanche, je suis un enfant de l'école publique, on m'a appris 3 choses, au moins, en instruction civique, quand j'étais un jeune collégien, l'héritage révolutionnaire républicain. On en pense ce qu'on veut. Il doit y avoir dans la salle de vieux monarchistes qui disent c'est quand même scandaleux, etc. Peu importe. Nous vivons depuis 226 ans maintenant sur l'héritage, on va dire, héritage très pluriel. Hein. Moi, vous savez, j'ai enseigné en droit à l'université de Toulouse
Et j'avais des étudiants, au jeu des questions-réponses, ils pensaient vraiment que 1789, ça avait été le passage, là encore, de l'ombre à la lumière. Hein, qu'on est passé de la monarchie à la République et que tout est allé mieux après 1789. Ils ne connaissaient pas qu'il y a eu des rois après, qu'il y a eu des empereurs après, ils ne savaient pas tout ça. Et il a fallu évidemment leur redonner un fond culturel et républicain. Bref, ils sont en train de démonter l'héritage révolutionnaire républicain. C'est un fait. Tous, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de cercles philosophiques, qu'ils soient de cercles religieux, qu'ils soient dans le grand patronat, dans les syndicats, ils ont tous contribué et ils sont tous en train de mettre à bas le système hérité, la révolution ayant fait évidemment un savant mélange, si je puis dire, entre plusieurs influences, dont évidemment l'influence monarchique. Ils sont en train de liquider d'abord la citoyenneté. Car la citoyenneté, mesdames et messieurs, ça reste quand même l'élément d'un individu attaché à sa nation. C'est pour cela qu'il y a le droit de vote d'ailleurs. Ce droit de vote, il est aujourd'hui menacé. Il est menacé par les socialistes qui veulent le droit de vote pour les étrangers aux élections, mais ils ont trouvé la parade, ne croyez pas que ça se passe comme ça. Il suffit de fabriquer des Français pour donner accès au vote à des personnes qui normalement n'ont pas le droit de vote. Et c'est comme cela depuis maintenant des décennies, hein, droite et gauche confondues, qu'on naturalise, ou on régularise plutôt, et comme cela, on fabrique un certain nombre de votants supplémentaires. Et on revient au clientélisme, parce que ceux qui ont fait la campagne municipale avec nous ont pu voir les systèmes bien rodés de la gauche et de la droite, et le drame, j'en dirai deux mots tout à l'heure, système bien rodé du clientélisme jumelé au communautarisme. Ce n'est plus qu'une question de clientélisme, on trouve un boulot au petit de telle famille, ou on trouve un boulot à monsieur ou à madame, non, non. Maintenant, on donne un certain nombre d'avantages particuliers à des communautés en tant que communauté. Ça, c'est l'explosion de la nation. C'est le deuxième volet. Ils sont en train d'être les fossoyeurs de la nation en tant que telle. De l'intérieur, par le communautarisme, de l'extérieur, par évidemment la supranationalité de l'Europe, de Bruxelles. Nous n'avons jamais dit que nous étions des anti-européens. Nous sommes Français, nous sommes des Européens, à moins de déplacer le continent, enfin la France au milieu de l'Atlantique, nous sommes des Européens. Nous sommes des héritiers de la civilisation européenne, plutôt du fond européen. Nous sommes les héritiers de Rome, nous sommes les héritiers d'Athènes. Et comme nous avons été aussi un empire, sont venus, j'allais dire, grossir les rangs de l'héritage, sont venus apporter une richesse supplémentaire, toutes celles et ceux qui, de bonne foi, non seulement ont choisi la France, et pour beaucoup se sont battus pour elle, mais ont fait souche chez nous, au point que, il doit y en avoir dans la salle, il y a des gens qui ne sont pas, j'allais dire, des Français de souche, comme a dit monsieur le président de la République, hein, mais qui ont fait souche et qui sont des Français à part entière. Nous n'avons jamais contesté cela au Front National. C'est ce que disait Luc. Nous ne sommes pas xénophobes, nous sommes francophiles. Pour peu que les gens qui viennent chez nous vivre sachent respecter évidemment les gens qui vivaient avant eux et le pays qui les accueille et qui désormais donne un avenir à leurs enfants. Ça a toujours été ça, la France. Et je sais bien que partout où je vais, fils, petits-fils d'Espagnols, d'Italiens, de Polonais, de Portugais, que sais-je encore, ils sont tous français. Et ils sont de vaillants défenseurs d'ailleurs de la cause, de l'héritage de la France, de ce qu'elle a, j'allais dire, de plus grand. Mais on est très loin, mesdames et messieurs, du discours de M. Valls et de M. Hollande, qui se sont trouvés tout d'un coup une passion pour l'islam. Moi je regrette, je ne suis pas un théologien. Voilà. Il y a des règles, on les respecte ou on ne les respecte pas. S'il y a des gens qui ne veulent pas
que leurs femmes puissent aller aux urgences parce qu'il y a des médecins hommes. S'il y a des gens qui ne veulent pas que leurs femmes ou leurs filles aillent dans des piscines mixtes. S'il y a des gens qui ne veulent pas fréquenter nos écoles, nos services publics, que c'est encore parce qu'il n'y a pas de menu communautaire ou communautarisé. Eh bien, ils ont le loisir d'aller vivre ailleurs, ces gens-là. Car je regrette, il y a des règles, elles sont valables pour tout le monde. Et beaucoup se les ont appliquées avant eux sans rien dire. Tout en gardant d'ailleurs leur religion, car ce n'était pas un problème et ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, que la société est communautarisée, eh bien c'est un peu la course à l'échalote. Chacun y va de sa revendication communautaire et fait prévaloir ses intérêts particuliers au détriment de l'intérêt supérieur et de l'intérêt général. Et la grande faute, il faut bien le dire, de la classe politique dans son ensemble, c'est l'immigration de masse, parce qu'il est évident qu'au fur et à mesure, c'est créer une ghettoisation dont vous voyez tous les jours le résultat désormais. Et Jean-Marie Le Pen l'a toujours dit, nous n'en voulons pas aux immigrés eux-mêmes, nous en voulons aux politiques d'immigration et aux politiciens qui ont permis cette situation. Et la situation aujourd'hui, mesdames et messieurs, elle est hors contrôle. Personne aujourd'hui ne dirige la France. Et si vous voyez des politiciens qui s'énervent avec des oreilles rouges comme un diable, qui ne savent pas de comment faire pour lutter contre le chômage, l'insécurité, le communautarisme, pour lutter contre tout ce que la pauvreté, l'extrême pauvreté, les fractures territoriales, la désertification rurale, la faillite des transports publics, la faillite des écoles, la faillite des hôpitaux, bref, tout ce que vous voyez là, c'est quand même, et c'est ce qu'il faut dire à nos adversaires, le résultat de leur politique. Si nous en sommes là, c'est parce que ce sont eux, qui ont dirigé la France de cette manière-là depuis 40 ans. Et vous ne reviendrez pas en arrière. La seule manière aujourd'hui de rétablir l'ordre, c'est d'appliquer la loi et les textes constitutionnels et républicains français. C'est la seule manière. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir deux choses que n'ont pas les dirigeants actuels. D'abord, du bon sens. Ça, c'est une évidence. Quand vous regardez Hollande, il a tout sauf du bon sens. Il est calculateur, il est un très bon politicien, parce que pour avoir nagé autant de temps dans le marigot socialiste, et d'en être sorti aussi brillamment, c'est qu'effectivement, il savait naviguer. Mais qui n'ont pas le bon sens populaire. Et puis la deuxième notion qu'il faut voir, et qui n'ont, alors celui-là encore moins que l'autre, le courage. Tout simplement le courage. Ils se sont couchés par facilité, pour ne pas choquer, pour ne pas avoir d'ennui. Ouh là là, surtout pas d'histoire. Regardez dans les écoles aujourd'hui. Nous en sommes arrivés à un point, il doit y avoir des professeurs, en tout cas je connais un qui est dans la salle, à un point qui me paraît, moi, quelquefois, il faut se pincer pour savoir si on a bien entendu ce qu'on a entendu. Donc la grande réforme de Mme Najat Vallaud-Belkacem pour lutter contre les préjugés à l'école, c'est la formation des professeurs et des directeurs à la laïcité. Ça, c'est quand même un truc, c'est quand même quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Moi, je pensais, monsieur le professeur, que les professeurs étaient formés depuis longtemps à l'école de la République et qu'ils savaient de quoi il a retourné, ce qu'il fallait dire. Non, non, il faut les former maintenant. Parce qu'ils sont déformés d'origine, il faut donc les former à la laïcité. Ils n'ont pas remarqué que la plupart du temps, quand vous rentrez dans une école, il y a marqué liberté, égalité et fraternité, que c'était la devise de la République et que cette République, elle est au moins laïque. Non, non, ils ont préféré évidemment se coucher, ils ont préféré donner d'ailleurs, M. Sarkozy s'en est aperçu aussi, et donner la préférence aux différences, plutôt que de donner la priorité à ce qui unit les citoyens, à ce qui unit le peuple français. Et vous avez évidemment le schéma communautaire qui explose sous nos yeux, qui est à la fois un peu religieux, mais ne croyez pas, les gens qui tuent au nom de l'islam, ils tuent au nom de l'islam, mais avec les poches pleines,
pleine d'argent, des trafics de drogue, d'êtres humains, d'armes, etc., etc., et que c'est un mélange de tout ça. Voilà, il n'y a pas les bons, il n'y a pas les mauvais, il y a le laxisme français qui a permis ces débordements, qui a permis aux extrémistes religieux de nager comme des poissons dans l'eau dans les quartiers français, le laxisme judiciaire qui a permis aux voyous d'être condamnés 20 fois sans aller en prison et sans risquer quoi que ce soit, et le laxisme de nos politiques qui ont, année après année, baissé les bras, acheté la paix sociale avec l'argent du contribuable, et maintenant, évidemment, vous en arrivez à cette situation. Le tableau, il est là. Et la dernière chose, économique, sociale, identitaire, républicain, c'est quand même sur la démocratie elle-même. Alors j'entends de tout. Ce matin, encore une fois, en me rasant, non pas que je pensais à l'élection présidentielle, j'écoutais M. Cohn-Bendit qui disait de toute façon, le Front National, il ne peut pas parler de démocratie, il ne sait pas ce que c'est. C'est vrai que lui, il sait ce que c'est. Hein, M. 68, lui, il sait ce qu'est la démocratie, mais en revanche, il y aurait beaucoup à dire sur la démocratie française, parce que là encore, on les a entendus systématiquement critiquer par exemple Poutine. Vous avez vu, après cet ignoble meurtre de cet opposant, c'était pratiquement Poutine qui tenait le pistolet et qui est allé dégommer son opposant à quelques encablures du Kremlin. Et alors là, on a tout entendu, et moi j'ai lu des choses passionnantes. Vous comprenez, aujourd'hui, en Russie, il n'y a pas de pluralisme, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de système judiciaire, et il y a une énorme corruption. Alors je me suis dit, c'est quand même, évidemment, la France n'est pas la Russie, et M. Hollande est loin d'être M. Poutine. Ça, on avait bien vu les choses. Sur le pluralisme politique, qui dirige la France depuis 40 ans, en se passant la balle de l'un à l'autre, sans qu'il n'y ait jamais eu la moindre alternative politique? C'est bien la droite et la gauche, c'est bien le Parti socialiste et le Parti communiste et les Verts, face aux centristes et au RPR et à l'UMP aujourd'hui. C'est bien eux qui se partagent le pouvoir. Où est le pluralisme politique? Où est la juste représentation politique? Quand un parti comme les Verts fait 2% à l'élection présidentielle et a 20 députés à l'Assemblée nationale, quand un parti qui fait 20% a 2 députés à l'Assemblée nationale. Quelle démocratie avec un système judiciaire aujourd'hui totalement sclérosé? D'abord sclérosé par la pensée unique d'un certain nombre de magistrats. Scandale du mur des cons, du syndicat de la magistrature, qui mettait au mur de ces informations syndicales tout un tas de personnalités politiques, du spectacle, tout ce que vous voulez, mais aussi, et ça c'est chose, à mon avis, inqualifiable, inadmissible, impardonnable, le père, M. Schmitt, le père de cette fille qui a été tuée et violée dans un train, et le syndicat de la magistrature s'amusant avec ces gens-là. Système judiciaire sclérosé dans son fonctionnement, puisqu'il y a trop d'affaires désormais qui arrivent devant les tribunaux, et que les tribunaux sont incapables de faire face au flot d'affaires qui arrivent, notamment en matière pénale ou délictuelle ou correctionnelle, avec des formations de magistrats, des recrutements qui ne se font pas. Et cerise sur le gâteau en matière judiciaire, la politique pénitentiaire. On est quand même un drôle de pays, où le ministre, voyant évidemment la situation se détériorer, d'abord à l'extérieur des prisons, mais aussi à l'intérieur des prisons, a trouvé une formule qui vaut ce qu'elle vaut, et de dire, s'il y a trop de monde dans les prisons, il faut les vider. Et donc, on met des bracelets électroniques et on remet les gens en liberté. Avec, évidemment, des cas de récidive dont vous voyez tous les jours, ou en tout cas toutes les semaines, alimenter les journaux, mais personne, aucun. On en revient au courage. On a le courage de dire, mais peut-être faudrait-il construire des prisons. Parce que ça, c'est mal, construire des prisons. C'est très mal. D'abord, c'est mal, parce que ça veut dire qu'il y a un problème dans le pays, évidemment, qui construit des prisons. Donc ça reflète leur propre politique depuis des décennies. Et puis, de construire des prisons, évidemment, c'est pas un avenir radieux pour les jeunes générations.
Mais c'est en tout cas ce dont la France a besoin aujourd'hui si elle veut mettre hors d'état de nuire un certain nombre de délinquants en France. Parce que sur l'insécurité, et j'en termine avec ce sujet-là, nous travaillons avec des criminologues au Front National, des gens qui ne peuvent pas encore se montrer, évidemment, mais qui le feront demain. Le problème criminel en France de la délinquance dans les quartiers, c'est à peu près 2000 personnes. Vous mettez ces 2000 personnes au frais et vous avez au moins la délinquance qui diminue de moitié. Voilà ce que disent les spécialistes de la criminalité. Et ils vous citent souvent d'ailleurs, d'autres criminologues le font, ils vous citent un exemple. Je crois que c'était en Seine-Saint-Denis, il y avait un quartier, beaucoup d'insécurité, et du jour au lendemain, ils se sont aperçus que les trafics, pratiquement, les agressions, etc., avaient diminué de moitié. Et ils s'étaient demandé pourquoi, parce qu'il n'y avait pas eu d'intervention particulière, ça n'avait pas été ni l'élection de Sarkozy, le Karcher, ni Valls, ni M. Hollande, ni quoi que ce soit. Eh bien, les deux frères qui tenaient le trafic de drogue du quartier s'étaient tués dans un accident de voiture. Eh bien, le seul fait que les deux frères se soient tués dans un accident de voiture, eh bien, ça avait divisé par deux le trafic dans ce quartier-là. C'est pour vous dire qu'à un moment donné, il ne faut pas aller chercher, c'est ça qu'il faut, en tout cas moi c'est le message que je fais passer à mes concitoyens qui ont encore quelques réticences à voter pour nous. Très honnêtement aujourd'hui, je préfère sur un marché distribuer un tract du Front National que du Parti Socialiste. Là, ça je peux vous le dire, parce que autant que les plus anciens d'entre nous, il y a 20 ans sur les marchés, quand vous étiez un candidat du Front National, bon, ben, il fallait faire face, autant aujourd'hui, c'est quand vous êtes socialiste qu'il faut faire face. Parce que si vous saviez ce qu'ils entendent, les pauvres, je pense que s'ils n'ont pas compris avec ça, ils ne comprendront évidemment jamais. Mais ce qu'il faut faire comprendre à nos concitoyens, c'est qu'il n'y a pas de, c'est ce qu'ils ont dit eux, de remède miracle pour une raison simple. C'est parce que tous les textes de loi existent déjà. Il ne faut pas de loi d'exception. Il n'y a pas besoin de décréter l'état d'urgence. Il n'y a pas besoin de ceci ou de cela. Il y a simplement appliquer déjà les lois qui existent. Déjà. Mais pour appliquer les lois qui existent, et c'est là un argument, et d'ailleurs les Français s'en rendent compte de plus en plus, il va falloir évidemment sortir du carcan européen. Ça ne veut pas dire sortir de l'Europe et dire à nos voisins, aux Allemands et tout, allez, on s'en va, nous allons partir seuls de notre côté, et puis on verra bien. C'est pas vrai. La France est le deuxième pays de l'Union. Nous sommes, avec les Allemands, le couple franco-allemand, liés l'un l'autre. Si la France sort demain du carcan européen, c'est-à-dire des traités européens, l'Allemagne sera obligée d'en tenir compte. C'est une obligation. Parce qu'elle nous vend et nous lui achetons à peu près dans les mêmes proportions, et qu'elle ne peut pas se passer de la France et que nous ne pouvons pas nous passer de l'Allemagne. Nos intérêts sont liés et les intérêts de l'Europe aussi. C'est pour cela qu'il faut sortir de ce carcan européen pour bâtir autre chose, dans le respect des identités et des souverainetés des pays qui la composent. Nous sommes toujours dans la vieille position de ceux qui voulaient l'Europe confédérale des souverainetés et l'Europe fédérale, les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire Jean Monnet contre De Gaulle, et c'est Jean Monnet évidemment qui l'a emporté avec ce qui va avec, les intérêts américains qui vont avec. Parce qu'évidemment, quand vous siégez à l'Europe, je vais vous dire que c'est très voyant. L'influence des États-Unis d'Amérique sur l'Europe, elle est évidente. Elle est évidente dans tous les domaines. En tout cas, moi, dans deux qui me marquent, chaque fois que j'y vais, le traité atlantique qu'on est en train de négocier avec eux sur le commerce, où il faut bien le dire, les négociateurs européens sont à plat ventre, et n'osent même pas quelquefois contester. Il faut vraiment qu'il y ait au Parlement européen une forte opposition, et là je salue le courage et l'honnêteté d'un certain nombre de députés de gauche
qui mènent ce combat, je ne dis pas avec nous, parce qu'ils sont contre nous, mais qu'en tout cas qui mènent ce combat contre ce traité-là, et c'est vrai pour les gens de chez Mélenchon, c'est vrai pour certains Verts, il y a des gens qui ont vu les dangers de ce traité transatlantique. Mais là où vous voyez l'influence réelle, c'est évidemment la politique internationale et la politique étrangère. Parce que là, l'Europe n'existe pas. Systématiquement, l'Europe est au diapason de la politique américaine. L'Ukraine en est un exemple criant, si je puis dire, dramatique, triste, qui a des conséquences ravageuses pour l'économie, mais aussi pour l'avenir de l'Europe elle-même. Je rappelle quand même que quand le mur de Berlin est tombé, les conditions de la réunification allemande, c'était que l'OTAN, les lignes de l'OTAN, ne se dévient pas un peu plus à l'Est. Ça avait été des conditions négociées. Et si les Russes prennent mal un certain nombre de politiques qui sont menées par l'Europe et par les Américains, c'est parce qu'il y a un manque de respect de la parole donnée. Moi, je ne dis pas que les Russes sont des saints, hein, mais ce que je sais, c'est que les Américains non plus. Et qu'en matière de réalpolitik et en matière de souveraineté, la seule chose qui doit guider la France et un gouvernement français, c'est l'intérêt supérieur de la nation d'abord, l'intérêt de la France d'abord. Ce qui nous aurait évité, évidemment, un certain nombre d'aventures. L'Irak, grande réussite de l'Irak, avouez, on est allé chasser le dictateur Saddam Hussein. Et vous avez le résultat. Ce n'est pas un que vous avez dictateur désormais. C'est plusieurs dictateurs dans la nature, armés jusqu'aux dents, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de faire la peau à ce que l'on appelle l'Occident. La guerre en Libye, Luc l'a dit tout à l'heure, qui a été là absolument incroyable. La guerre en Syrie, les printemps arabes, on a vu le résultat. On a chassé M. Ben Ali, les islamistes sont arrivés, puis ils ont été obligés de repartir sous la pression de ceux, évidemment, qui ne voulaient pas un certain nombre de lois, notamment de lois de la charia, de lois autoritaires. L'Égypte, là encore, on a chassé l'abominable Moubarak. Pour mettre qui? Pour mettre le président Morsi, les frères musulmans, avec le résultat que l'on sait, ce qui a donné, évidemment, l'intervention de l'armée, et désormais un général qui dirige l'Égypte, en faisant attention à ne pas trop perturber le jeu des communautés au sein de son pays. On me dit, mais c'est un dictateur. Oui, mais d'accord, c'est un dictateur, d'abord je n'en sais rien, et puis ensuite il hérite de la situation que pour beaucoup, l'Occident a contribué à faire dans cette partie du monde. Regardez l'Afrique, regardez tout ce qui se passe aujourd'hui, dont nous portons, mesdames et messieurs, une part de responsabilité. Moi, je ne regarde pas ça en disant qu'ils se débrouillent, parce que ce qui se passe là-bas, c'est aussi un peu de notre faute à nous. Quand je dis à nous, gouvernement français, évidemment. Hein. Mais c'est un peu de notre responsabilité, car tous les choix qui ont été faits à l'extérieur, en politique étrangère, ont été de mauvais choix. Le seul choix à peu près correct, ça a été, mais vraiment, une étincelle de lucidité de Chirac au moment de la Deuxième Guerre du Golfe, mais pour le reste, y a-t-il eu des choix stratégiques valables en ce qui concerne la France? Peut-être évidemment la Centrafrique, mais on a toujours été présent en Afrique, donc si vous voulez, on joue notre rôle, mais là encore, curieux quand même, retour historique de pays qui ont accédé à l'indépendance, mais qui, dès qu'il y a un problème, viennent demander la protection et l'aide de leurs colonisateurs. Moi, je regarde ça, et je me dis que manifestement, il y a quand même des politiques, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées pendant longtemps dans les gouvernements français. Bon, bref, vous voyez, mesdames et messieurs, qu'il y a tout à reprendre. Et quand la politique nationale vous donne ces exemples tous les jours, dites-vous bien qu'à une échelle moindre, c'est vrai, les mauvais choix ont aussi été faits localement, dans les mairies, dans les départements, dans les régions. Gabegie financière, gaspillage, recrutement à outrance, clientélisme. Je suppose que vous devez avoir des exemples terribles. Moi, je pourrais vous en citer
qui vous ferait rire ou pleurer, de villes, par exemple Perpignan, dont je suis l'élu municipal, la ville de 100 000 habitants, la plus pauvre de France, qui va se payer un théâtre à 48 millions d'euros. Par exemple, théâtre qui n'intéresse que qui? Une partie évidemment de la population. Un gouvernement du Front National à l'échelle locale, c'est d'abord, à mon avis, la transparence, l'économie, l'arrêt des gaspillages, d'un coup, massif, et puis surtout, quand il y a des investissements lourds à faire, le référendum. S'il y avait eu un référendum, mesdames et messieurs, par exemple, cette triste affaire du barrage de Sivens, vous en avez entendu parler, ça dure depuis 10 ans cette affaire. Si les politiques avaient dit à la population, voilà combien ça va coûter, voilà comment ça va se faire, voilà le résultat, chaque citoyen prend ses responsabilités, vote en son âme et conscience. Là, il aura fallu quoi? Attendre quoi? 10 ans, un mort? Et des perturbations en permanence? Pareil pour l'aéroport. Madame Royal, du bout des lèvres, a dit peut-être un référendum, on ne sait pas. Mais évidemment, il faut introduire le référendum à tous les échelons de la vie démocratique, nationalement, parce qu'il y a des grands secteurs politiques qui n'échapperont pas à la volonté directe du peuple, et localement, le référendum d'initiative populaire. Parce qu'il est important, évidemment, que les citoyens puissent voter sur des investissements et sur de l'argent qui sort de leur poche. Et puis même, je vais vous dire, dans certains cas, et à l'échelle communale, ce qui existe d'ailleurs dans un certain nombre de pays, comme en Italie, la révocation populaire. Est-il normal d'avoir en France des élus qui ont été condamnés pour des faits de corruption, encore en poste? Je dis bien pour des faits de corruption. Et vous aurez remarqué que les gens qui ont été condamnés pour des faits de corruption sont les plus en pointe dans la lutte contre le Front National. M. Cambadélis, M. Arlène Désir. D'ailleurs, pour être premier secrétaire du Parti Socialiste, il faut avoir sa condamnation. Sinon, vous ne pouvez pas être premier secrétaire du Parti Socialiste. Et puis à droite, M. Juppé, évidemment, le gouverneur de leçon numéro 1, qui lui aussi a été condamné pour les affaires qui visaient M. Chirac. Bref, mesdames et messieurs, et j'en termine là, ce que nous voulons, ce que nous souhaitons pour notre pays, c'est simplement le retour à des mesures de bon sens populaire et avoir le courage de les mettre en œuvre. De le faire dans la transparence et avec le soutien du peuple souverain, parce que nous pensons qu'il n'y a rien au-dessus de la volonté du peuple. Merci de m'avoir écouté. Offrir le verre de l'amitié, je vous propose d'entonner ensemble la Marseillaise.